Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble avec Philippe David, comme tous les jeudis, ensemble jusqu'à 20h. On parle automobile au sommaire de cette émission. Donc le vélo dans tous ses états. Avec d'abord un constat qui interpelle côté sécurité routière. La mortalité a baissé cet été sur les routes de l'Hexagone, sauf pour les deux roues. Ce sera le débat de nos vraies voix dans quelques instants. Le constructeur Toyota lance un vélo cargo électrique Made in France qui ambitionne de remplacer les petites voitures pour transporter des courses, du matériel, des livraisons ou pourquoi pas des enfants. Et quant à notre start-up de la semaine, elle s'est spécialisée dans le reconditionnement de vélos électriques. Allez, un bon coup de pédale aujourd'hui. C'est parti pour les vraies voix qui roulent. Les vraies voix Sud Radio. Et ce numéro 0826 300 300, Philippe de la Grande Motte est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Et vous, bonsoir à tous. Vous voulez pousser un coup de gueule contre les comportements, les divers et variés, des automobilistes au volant. Alors moi, je fais beaucoup de routes. Je fais entre 60 et 70 000 km par an. Je suis commercial. Je suis à 1m80, je fais 100 kg. Et j'ai joué au rugby pendant presque 30 ans. Donc j'ai vraiment pas peur du tout de la violence, d'accord ? D'accord. Mais j'avais quelque chose par contre qui me sidère aujourd'hui, que je voyais pas il y a encore 10 ans en arrière. C'est qu'il y a des gens qui deviennent fous en voiture. Mais quand je dis fous, c'est des gens qui sortent... Récemment, j'ai un petit papy de 70 ans au moins qui est sorti avec un sabre de sa voiture, tout simplement parce qu'il estimait que je l'avais serré de trop près. D'accord. Ah oui. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un gars, après il s'est calmé, mais sur le coup, le bonhomme sort avec un sabre. Moi, ce qui me sidère, c'est que les gens n'ont aucune notion, on dirait, de la violence, de ce que ça peut impliquer. Là, j'ai été intelligent, je lui ai expliqué que c'était pas la peine de s'énerver, mais s'il tombe sur un abruti, ce papy se fait couper en deux, quoi. Les gens, en fait, n'ont plus aucune limite. Et c'est des gens qui n'ont aucune conscience de leur potentiel physique dans la bagarre. C'est-à-dire que... Et surtout de se retrouver avec un sabre dans sa voiture, ce qui n'est pas très courant. Non, mais ce qui veut bien en dire, c'est que montrer, c'est que ou c'est pour se défendre, ou c'est pour attaquer, ou c'est, enfin voilà, il y a. Après, il m'a dit qu'il avait eu peur. Je peux l'entendre. Peut-être que c'est. Mais déjà, l'idée de mettre un sabre dans sa voiture, je trouve ça complètement fou. Mais j'ai des anecdotes, j'en ai comme ça des dizaines de gens, même de jeunes femmes ou de femmes qui font 50 kilos, qui se permettent de vous traiter de tous les noms, alors que vous avez vraiment... Enfin, moi, je m'énerve jamais en voiture, je vais jamais insulter personne, jamais faire un geste déplacé. Et c'est des gens qui vous traitent de tous les noms d'oiseaux, qui remettent en cause la sexualité de votre maman ou des choses comme ça, et qui ont complètement perdu la conscience de ce que ça fait de prendre un marron dans la tronche. C'est des gens qui ne savent pas se mettre en danger, en fait. Est-ce que la Grande Motte est un territoire avec beaucoup d'embouteillages ou l'énervement, c'est ça aussi. Mais la Grande Motte, c'est quelque chose de... À la Grande Motte, on est surprotégé. Il y a 50 policiers municipaux, il doit y avoir 35 gendarmes. Vous n'aurez jamais d'embrouille à la Grande Motte, même en plein été. Il y a tellement de policiers, de caméras, vous n'aurez jamais d'embrouille. Moi, je roule beaucoup sur la route, les routes départementales, les autoroutes. Je vous dis, moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est que pour rien du tout, les choses peuvent partir en cacahuète. Oui, je vous posais cette question parce que je pensais que le sujet que vous aviez évoqué, c'était à la Grande Motte, mais la Grande Motte, mais c'est vrai que ce soit sur les autoroutes ou les grandes villes, il y a un énervement. En fait, on sent que les gens sont à cran. Oui. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avant, ça pouvait se limiter à des noms d'oiseaux. Là, vous avez des petites nanas de 25 ans qui sortent, qui font 55 kilos tout mouillés, et qui veulent se battre avec vous. Complètement givrés, quoi. Complètement givrés. Mais comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est le stress ? En fait, il y a le stress. Je pense que... Enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, amusez-vous à faire ça en voiture. Je peux vous dire que si vous bousculez quelqu'un, si vous lui mettez même une claque, vous allez directement en prison. Ah oui, c'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, les gens, c'est open bar. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça va entraîner des drames parce que il y a vraiment des gens qui n'ont pas conscience de dans quelle situation ils se mettent. Et pour rien, pour un laisser-passer, pour des choses complètement anodines. Moi, c'est ça qui me surprend le plus. Honnêtement, je suis vraiment non-violent et je déplore toute forme de violence, quoi. Mais parfois, vous vous retrouvez dans des situations à devoir négocier avec des gens qui, s'ils savaient que vous pouvez leur arracher la tête,
peut-être ils comprendraient, mais non, ils comprennent même pas. Ils sont là, ils vous crient dessus, ils sont pareils. Ils sont totalement désinhibés, c'est ce que vous voulez dire. Ouais, désinhibés et surtout inconscients, parce que une bagarre, on sait comment ça se commence, on sait jamais comment ça se termine. Absolument, une mauvaise chute suite à un stress qu'une bousculade, on peut tomber, fracture du rocher et c'est terminé. Ouais. Enfin, moi, c'était mon coup de gueule. Non, mais vous avez raison. Ça fait du bien. Vous avez raison. Encore une fois, je pense qu'il y a quelque part une inconscience des gens. Peut-être qu'ils devraient faire des sports de combat ou des sports un peu violents, qui voient ce que c'est que de prendre des coups dans la tête. Peut-être que ça leur ferait du bien de prendre quelques tartes dans le sport. Parce que honnêtement, quand vous vous retrouvez dans une bagarre, c'est pas agréable de se faire casser le nez, c'est pas agréable de se faire casser la mâchoire. Et les gens, ils pensent que ça va jamais partir en vrille. Non mais justement, quand on fait des sports de combat, on apprend à se maîtriser. Donc c'est toujours bien de faire un sport de combat. On ne fait pas ça pour s'attaquer à des gens, mais on fait ça aussi pour s'auto-gérer. Oui, s'auto-gérer. Je cherchais le mot. Merci en tout cas de ce sujet qui est important, parce que c'est vrai que quand vous êtes en ville, vous vous faites largement engueuler assez régulièrement. Merci beaucoup Philippe de nous avoir contactés. Dans un instant, on va revenir sur la sécurité routière et sur la mortalité qui grandit en tout cas sur les cyclistes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Dans un instant, chers amis, notre invité dans quelques minutes, Franck Marotte sera avec nous, président directeur général de Toyota France, qui lance un vélo cargo électrique. Mais en attendant, revenons sur cette actualité de cet été, la mortalité routière qui recule en août, mais pas pour les cyclistes. Selon une estimation de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, le bilan de l'été est en demi-teinte, avec 569 tués sur les routes de France en juillet et en août, Philippe. Et je recherche la page, oui. Le bémol, il est de taille, c'est que le nombre de cyclistes tués est en nette augmentation. 16 tués de plus en 2 roues motorisées et 12 de plus en vélo. Avec nous, nos invités, Régis Chaumel de Jarnieux, président de l'association Prévention des comportements sur la route. Bonsoir. Bonsoir. Oui, apparemment, ça marche. Régis Chaumel de Jarnieux. Je crois que vous êtes en direct et vous ne vous en rendez pas compte. En tout cas, Yves Carra est avec nous. Oui, Régis Chaumel, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous et figurez-vous, je me suis arrêté et il y a une brave dame qui vient de me faire ouvrir ma fenêtre en me disant « C'est pas sûr que ça capte ici où vous êtes, monsieur. » Si, ça capte, vous inquiétez pas. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Yves Carra sera avec nous dans quelques instants, délégué général de Mobilité Club France. Aujourd'hui, on vous le disait en préambule, il y a une estimation aujourd'hui sur le bilan de la sécurité routière, avec un bilan en demi-teinte, un petit peu mieux au mois de juillet, mais ou l'inverse sur le mois d'août, sur les cyclistes, et c'est en hausse aujourd'hui. Régis Chaumel de Jarnieux. Vous m'interrogez sur un sujet que nous abordons, y compris avec Yves, quand nous nous croisons grâce à vos antennes. On en parle depuis 20 ans. La place du vélo dans la ville a pris une importance exponentielle. Je ne suis pas sûr qu'en matière de comportement, la raison ait accompagné ce développement. C'est-à-dire que... Sur quel sujet, par exemple ? D'accord, allez-y. Je crois qu'il y a 2 catégories de cyclistes. Il y a les cyclistes de la ville, tous les jours, qui prennent leur vélo. Et puis, il y a aussi les cyclistes de loisirs qui vont jusqu'au cyclotourisme. Et puis, il y a les automobilistes. Et les automobilistes, une fois qu'on est dans ce cabrapace, on l'a déjà dit 50 000 fois, tout ce qui empêche le conducteur d'arriver à bon port, c'est le fameux syndrome de la catapulte. Je veux être arrivé avant d'être parti. Et malheureusement, les cyclistes, qu'ils soient sur la route ou qu'ils soient en ville, en font les frais. L'honnêteté oblige à dire que parfois ils ont eux-mêmes des comportements, soit parce qu'ils roulent en essaim, soit parce qu'effectivement ils franchissent des intersections au feu rouge.
de manière un peu cavalière, un peu cavalière, disons ça comme ça. Donc voilà, on ne pourra jamais dire c'est entièrement la faute des uns, c'est entièrement la faute des autres. Mais comment faire pour que la raison s'installe? Vous savez, ça fait 24 ans maintenant que l'Association française de prévention des comportements sur la route organise cette fameuse manifestation au mois de mars et qui s'intitule la Semaine internationale pour la courtoisie sur la route. Eh ben, même s'il y a un point de bonus pour nos plus jeunes qui passent le permis dans le cadre de l'examen du permis, c'est pas gagné cette affaire. C'est vraiment une affaire de maturité et de comportement. Yves Cara est arrivé avec nous, un délégué général de Mobility Club France. Bonsoir Yves Cara, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Cécile. Alors, je suis toujours porte-parole. Oui, porte-parole. Décidément, je veux vraiment vous faire en sorte. Bien, moi, délégué, mais non, c'est porte-parole. Porte-parole. On revient sur ces chiffres qui viennent de tomber sur la mortalité des cyclistes. Alors, les infos nous disent que l'âge semble un facteur à risque, puisque 64% des cyclistes avaient plus de 55 ans et à vélo électrique, 67% avaient plus de 75 ans. Comment on peut commenter ces chiffres ? On peut les commenter parce qu'effectivement, c'est jamais anodin en fait d'être sur deux roues. Alors ça paraît idiot ce que je dis, mais bon, on sait bien que les motos c'est 1% des véhicules qui circulent sur la route et 21% des morts. Donc c'est très dangereux. Et quand on se met sur un vélo, parce qu'il y a des pistes cyclables, parce que c'est vrai que les vélos électriques c'est génial. C'est dangereux. À 25 km/h, on peut se faire très mal. Et même tout seul, on peut glisser. Moi, j'ai un ami qui a 45 ans, qui est sportif, qui est motard. Il a décidé d'aller, je vous jure que c'est vrai, d'aller au travail à vélo il y a 5 km. Il est tombé, il s'est luxé l'épaule. Vous voyez, donc c'est pas anodin. Et ces chiffres ne sont pas surprenants parce que favoriser le deux roues, c'est bien. Mais bon, peut-être qu'il faudrait, d'ailleurs, et on y pense, un peu de pédagogie. Oui, de pédagogie, mais de pratique aussi. On le fait aussi. On a ce qu'on appelle des ateliers de mobilité, où on fait des resets un petit peu sur tout ce qui est code de la route. Mais il faudrait vraiment dire que, attention, avant de vous mettre sur un vélo même électrique, il y a une vraie prise en main. Il faudrait peut-être prendre des cours et peut-être s'y mettre, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors, une question, Yves Chomel de Jarnieux. Certains disent que maintenant, il faudrait immatriculer tous les deux roues, y compris les vélos. Est-ce qu'il faudrait pas obligé, quand on conduit un vélo, à passer au moins un examen du code? Parce que je dois dire que en Ile-de-France et dans les grandes villes, certains cyclistes, pour eux, les feux rouges ou les stops, c'est purement décoratif. Même les automobilistes ne savent plus quel est le code par rapport au vélo. Ça, c'est vrai. Est-ce que ce serait pas quand même une bonne chose, une mesure à la fois préventive et probablement curative? Oui, David, c'est vrai que dans l'absolu, on peut prendre un vélo, ne pas avoir le permis et rouler sur une route où il y a des règles qu'on ne connaît pas, dans l'absolu. Alors, ça arrive assez rarement parce que, grosso modo, quand on a 20-30 ans, soit on est monté avec les parents, soit on connaît ça, mais dans l'absolu, c'est vrai. Mais ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il y aurait peut-être besoin d'une prise en main, alors volontaire, parce que c'est difficile de l'obliger, mais d'une prise en main, de dire attention, quand vous prenez un vélo, le bon conseil, allez dans une auto-école, le faites avec Mobilité Club France, etc., et prenez 1 ou 2 heures de prise en main, quoi. De code, de prise en main, je dirais de conscience du danger, que même, vous savez, en moto, moi je suis motard depuis 40 ans, et Cécile le sait bien et vous aussi, même quand on a la priorité, on n'a pas la priorité. Parce que s'il y a un accident, c'est vous qui allez à l'hôpital et la voiture elle va peut-être rentrer, le conducteur va peut-être rentrer chez lui. En vélo, c'est pareil. On est en danger tout le temps. Votre avis, Yves Chomel de Jarnieux, vous aviez commencé à répondre, mais comme vous êtes deux Yves, c'est Yves Cara qui a anticipé. Alors moi je suis pas Yves, je suis Régis, mais c'est pas grave. Régis, je sais pas pourquoi je l'appelle Yves. Non mais c'est pas grave. Restons sur l'essentiel et sur le fond de la conversation. Je souscris à tout ce que dit Yves, évidemment. Je regrette pour ma part la baisse, mais vraiment très importante. Alors on nous dit emploi du temps scolaire, on nous dit disponibilité des retraités qui animaient les ateliers, mais la baisse drastique de l'initiation au vélo dans les écoles primaires, qui était en particulier, il ne s'agit pas de citer l'un par rapport à l'autre, mais c'est vrai que la Maïf était très en pointe là-dessus. On peut imaginer que ça se fasse aussi à l'époque du collège, parce qu'au moment du collège, c'est là où ils ont le choix entre le scooter
et son apprentissage avec les fameuses 7 heures et le vélo pour lequel il n'y a pas d'apprentissage. Puis il ne faut pas oublier maintenant qu'avec toutes ces petites voitures sans permis, avec juste 7 heures de code, on a une nouvelle génération de conducteurs. Pardon de vous le dire, mais moi, avec mes 70 ans, il se trouve que, vous le savez, sur votre antenne, ça a été mon métier d'être enseignant et gérant d'auto-école pendant longtemps. J'ai beau être à la retraite, j'ai repris un mi-temps dans une auto-école, mais vous avez des jeunes qui conduisent ces voiturettes et qui n'ont aucune conscience du risque qu'ils font courir et qu'ils encourent vis-à-vis du vélo, vis-à-vis de la trottinette, alors quand le vélo est électrique, n'en parlons pas, quand la trottinette est électrique, n'en parlons pas, puisque là encore, c'est une catapulte et que l'analyse les 4 grands principes, détecter, analyser, décider, agir, pour pouvoir effectivement avoir à la fois le temps de réaction, puis le temps de freinage et le temps d'arrêt. Mais tout ça sont les concepts qui font la sécurité routière. Déjà, rien que le mot concept, quand vous interrogez un jeune de 15-16 ans en disant est-ce que vous savez ce que c'est qu'un concept, il vous regarde avec des yeux, mais des yeux qui sont ouverts grands comme pour les cadeaux de Noël. Merci en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup Régis Chaumel de Charnieu, président de l'association Prévention des comportements sur la route, et mettez un casque, puisque je rappelle quand même que près de la moitié portait un casque seulement, s'il vous plaît. Yves Cara, porte-parole du Mobility Club France. Merci d'avoir été avec nous en tout cas pour ce débat, et puis faites attention à vous. On revient dans un instant avec la suite des vraies voix qui font rouler la France, et on va vous parler vélo aussi, mais avec Franck Marotte, président directeur général de Toyota France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France, et tous les jeudis de 19h à 20h avec Philippe David et l'ensemble de nos invités. Et c'est la semaine de la mobilité. Toyota lance un vélo cargo électrique, et on en parle avec le président directeur général de Toyota Franck Marotte est avec nous. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'avoir accepté notre invitation. Avec vous, je n'imaginais pas qu'un jour on puisse parler de vélo cargo avec Toyota. Je sais que la société se transforme et qu'aujourd'hui la mobilité douce est un axe important, en tout cas pour la mobilité en général. Est-ce que c'est une demande de vos clients de se dire qu'on peut avoir une Toyota mais aussi un vélo à côté ? Alors, c'est évidemment une demande de nos clients que l'on a étudiée avant de se lancer, mais c'est aussi l'ADN de la société. On est devenu premier constructeur mondial parce qu'on a beaucoup innové. On a été les premiers à faire de l'hybride il y a 25 ans sur nos voitures. On a été les premiers à faire de l'hydrogène sur une voiture particulière, et on en voit beaucoup en région parisienne avec des taxis qui roulent. On en a vu pendant les Jeux Olympiques aussi. Beaucoup. Voilà, donc c'est la poursuite de l'ADN de Toyota, d'être toujours pionnier dans un certain nombre de domaines qui sont à la fois des attentes fortes des clients, mais aussi à la fois logique d'une évolution sociétale, en particulier dans les zones urbaines, avec un retrait de l'automobile dans un certain nombre de ces zones, et avec l'arrivée de mobilités plus douces. On parle des livraisons du dernier kilomètre, on parle aussi de particuliers qui évoluent dans leur vie et dans leur quotidien, en général. Alors là, on ne parle pas de vélo classique, Philippe. Non, alors ce sont des vélos électriques. On va en parler, famille et professionnels, donc pour le fret, on va dire ça comme ça, et pour l'humain. Alors vous l'avez conçu en partenariat avec un fabricant français de vélos cargo. Dijonnais. Dijonnais, absolument. Il y a d'excellents breuvages d'ailleurs du côté de Dijon, je dis rien. Ça y est. Comment est né ce partenariat avec 12 cycles, pardon ? Alors il est né donc on avait un projet de rentrer sur ce segment des vélos cargo, et on n'avait pas de savoir-faire en interne chez Toyota, en tout cas pas immédiatement. Donc le choix a été fait de s'associer à un sachant du domaine. Et on souhaitait poursuivre l'aventure aussi du Made in France. On est très connu maintenant pour faire des Yaris Cross. On est devenu le premier fabricant de citadines en France. On a le plus gros site industriel français à Valenciennes. Voilà, donc on voulait continuer à écrire cette histoire. Il se trouve que il y a un certain nombre de fabricants référents de cycles sur le territoire national. On a rencontré et trouvé un partenariat de qualité avec 12 cycles qui remplissait donc ce premier cahier des charges, mais pas que. On avait aussi la volonté
de nous inscrire dans l'histoire de qualité de la société Toyota. On est reconnu aussi pour cela. Oui. Et 12 cycles, en l'occurrence, étaient assez référents sur ce sujet. Après, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontrent. Et rappelons quand même que Toyota, c'est le plus français des constructeurs étrangers. Absolument. On est la marque étrangère la plus présente en France, mais on est devenu le plus français par le volume. On a 50% de nos ventes de véhicules qui sont fabriqués sur le territoire national. Donc c'est juste colossal. C'est colossal, c'est plus que n'importe quel constructeur français d'ailleurs. En l'occurrence, en pourcentage des ventes, nous sommes le premier, même devant les constructeurs français. Voilà, donc ça c'est une vraie satisfaction et on continue cette aventure avec 12. On a en plus insisté pour que ce partenariat soit vraiment profond autour du Made in France. Les moteurs qui équipent nos vélos cargo sont des moteurs Yamaha fabriqués en France également. Absolument. Il y a un certain nombre de composants qui sont fabriqués sur le territoire national. Voilà, donc c'était un bouquet qui nous paraissait pertinent par rapport à notre stratégie historique d'implantation sur le territoire et qui devait faire écho et qui fait écho auprès de nos clients. Alors c'est un peu disruptif parce que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le vélo cargo, parce que on connaît les vélos, mais c'est un vélo de transport, que ce soit en famille ou alors pour des livraisons. On sait qu'il y a énormément de centres-villes aujourd'hui qui vont être un peu amputés par la circulation automobile qui sera extérieure. C'est une façon aussi peut-être du dernier kilomètre, vous l'avez dit, de la livraison, mais aussi de la balade en famille. Alors effectivement, vous avez une caisse donc devant Absolument. Devant celui qui pédale. Cette caisse, elle est aménageable. Oui. Donc pour les usages particuliers, on y installe 2 ceintures de sécurité et on peut mettre donc 2 enfants avec une charge qui peut aller jusqu'à 100 kg. Oui. On vend bien sûr les accessoires. Ça fait des gros enfants. Voilà. on peut ça aller... fait des Philippe David. Hein. Exactement. Je ne fais pas 100 kilos, Cécile. On vend bien sûr les accessoires aussi, casques, etc., qui sécurisent les passagers. Donc ça, c'est un premier type d'utilisation. Et un deuxième type d'utilisation avec une caisse qui est aménageable, qui peut même être frigorifique, etc., de manière à transporter pour la livraison du dernier kilomètre, comme on appelle ça. Qui devient un utilitaire. Un utilitaire. Donc pour tout un tas de corps de métier ou tout un tas de livraisons possibles, avec une sécurisation de la marchandise, etc. etc. Voilà, donc... Par exemple, on voit les livreurs, je ne vais pas citer de marque, mais Uber Eats, Deliveroo, là, sur un vélo comme ça, plutôt que de faire un voyage avec une petite glacière, ils peuvent transporter 100 kilos et faire 10 livraisons d'un coup. Absolument. Quoi. Donc il y a un côté pratique. Et puis ensuite, ce dont on s'est aperçu lorsqu'on a étudié notre lancement, c'est que ce qui faisait défaut dans l'industrie du vélo, c'était une offre complète autour du vélo lui-même. Et en tant que constructeur automobile, ça nous paraît être une vraie valeur ajoutée. On est capable d'apporter un entretien. On vend un vélo avec de l'entretien compris. On est capable d'apporter du financement. Donc on a une mensualité. Par exemple, le vélo, aujourd'hui, le prix de vente est de 5 400 €, mais on le vend 3 € par mois parce qu'il est financé. Et puis, cerise sur le gâteau qui n'existait pas vraiment dans l'industrie du vélo, on assure également le vélo contre le vol. Donc on a un package complet. Qui ne sont pas inclus dans ces 3 €. Qui sont inclus dans les 3 €. Donc, vous avez un vélo pour 3 € par jour qui est financé, donc assuré et entretenu. Et pour la petite histoire, l'entretien, c'est pas rien, en particulier quand on parle des professionnels. Oui. Ils font en moyenne 130 km par jour. Oui. Ils changent un pneu, les pneus chaque mois. Chaque mois. Ils ont un entretien en général toutes les 3 semaines pour cet usage intensif. Oui, parce que 130 km par jour sur un vélo, c'est beaucoup. Oui, et les pneus de vélo sont moins résistants que les pneus de voiture. On a des conditions de roulage à Paris, par exemple, et dans beaucoup d'autres villes avec des pavés, etc. Parfois des trous. Donc tout ça est très exigeant pour le matériel et donc on a besoin d'une force de frappe et de professionnalisme sur l'entretien. Voilà, et c'est ce qu'on propose. Alors sur l'autonomie, pardon Philippe, sur l'autonomie, en fonction bien sûr du chargement du vélo, parce que ça joue aussi, 100 km c'est énorme. C'est énorme. Alors ça couvre, alors ça veut dire qu'un professionnel qui fait 130 km, il faudra qu'il recharge une fois dans la journée, mais un particulier, bien entendu, ça couvre un usage sur plusieurs jours. Donc on a en l'occurrence une prestation qui répond à beaucoup de besoins. Et ça, c'est aussi le signe d'une qualité. On a développé un vélo spécifiquement pour Toyota chez 12 cycles. Donc on a un produit qui est fait sur mesure, entre guillemets, pour la marque. Avec des freins à disque à commande hydraulique. Avec des freins à disque à commande hydraulique. Oui. Donc il y a un certain nombre d'innovations technologiques. On est, encore une fois,
à la fois dans la technologie du produit, à la fois dans le Made in France, à la fois dans le packaging de l'offre. On est vraiment dans l'ADN de Toyota, sur un nouveau segment, mais toujours en apportant beaucoup de tranquillité à l'utilisateur. Mais alors, il y a une chose importante, l'entretien est récurrent et fréquent. On le fait où? Dans les garages Toyota? Comment ça se passe? On le fait dans les concessions Toyota. Exactement. Donc en fait, on trouve les Yaris et les Mirai, on amène. On a aujourd'hui des vélos cargo dans nos showrooms, donc on achète le vélo dans nos showrooms et on l'entretient également dans nos showrooms. Et le package financier et d'assurance est presté par Toyota Financement et Toyota Assurance. Voilà. Ça roule à combien? Alors, 50 km/h en ville, ou 30 maintenant dans les rues de Paris. Ça peut aller un petit peu plus vite, mais l'usage le plus fréquent, il est à des vitesses relativement modérées, qui en général respectent les limitations. Il y a une chose que vous avez beaucoup travaillé, c'est la recyclabilité générale du produit. On va avoir après vous d'ailleurs une start-up qui fait du recyclage de vélos. C'est l'entreprise verte Toyota dans ce domaine? Exactement. On a des exigences réglementaires. En général, on va au-delà sur nos voitures en termes de recyclabilité. On s'est déjà largement engagé dans des programmes de recyclabilité de nos batteries pour les véhicules hybrides. On a bien sûr une filière pour cela. Et vous avez été les premiers à en faire avec la Prius? Absolument. Et on a souhaité que ce soit la même prestation sur le vélo. Pourquoi? Parce que on a une ambition d'être à la neutralité carbone en 2050 sur l'ensemble de nos activités dans le monde, 2040 en Europe. Et donc ça passe aussi par une exigence très forte sur les produits qu'on commercialise, et d'où Cycle s'intègre complètement dans notre écosystème. Alors il y a une chose intéressante aussi, 17 parties amovibles qui permettent d'une part de réparer plus facilement, j'imagine, plutôt que de jeter son vélo, et surtout à des évolutions possibles. Oui, et le produit sera amené à évoluer, les attentes évoluent. Sur de la techno, sur de la techno. On parle beaucoup, par exemple, de passage de vitesse automatique en ville, qui facilite l'usage. Alors, ça a aussi des contraintes, mais bon. En tout cas, on aura, comme pour les voitures, une V2, une V3 de ce vélo. On peut le customiser chez vous? On peut le customiser, effectivement. Je peux avoir ma photo dessus, par exemple? Ou la vôtre? La vôtre sera beaucoup plus valorisante que la mienne. Non, pas de modestie. Il y a une question, une chose importante. On parlait malheureusement des morts à vélo il y a quelques minutes. Et vous avez lancé la Beyond Zero Academy, une exclusivité Toyota pour former les clients de vélo à la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ce qu'on a fait aussi sur les voitures. Pourquoi? Parce que on est passé d'un parc automobile qui est essentiellement essence et diesel, en totalité il y a encore quelques années, à une commercialisation massive. On vend plus de 80% de nos voitures électrifiées, hybrides rechargeables, hydrogène ou électriques à batterie. Quand on fait ce saut technologique et quand on change de monde pour les utilisateurs, pour les consommateurs, il est important de les accompagner. Pourquoi? Parce que déjà, il faut qu'ils se sentent bien à bord du véhicule le plus vite possible. Et puis en plus, il faut qu'ils aient les fruits de leur achat, à savoir en termes de consommation. Bien sûr. On a une promesse qui se vérifie sur la route, c'est d'avoir une consommation des émissions de CO2 qui baisse de 30% par rapport à un véhicule thermique. Ça passe par une conduite un petit peu différente. Et donc, nos clients qui sont acheteurs d'hybrides, en général, sont attentifs à cela. Et souhaitent vraiment s'inscrire dans cette démarche. Donc, on les accompagne avec une formation. On a jugé que pour ceux qui passaient éventuellement d'une voiture en ville à un vélo cargo, il y avait aussi une démarche très innovante, mais avec un usage qui est très différent de ce qu'ils ont pu connaître dans le passé. Oui. Alors, c'est un petit peu plus simple qu'une voiture, parce que c'est un objet technologiquement quand même un petit peu plus simple, mais néanmoins, il y a une appréhension et une mise en main qui est accompagnée par une formation. Voilà. Et c'est une question aussi de sécurité, parce qu'à la fin des fins, il faut que la sécurité sur le vélo soit aussi importante que celle qu'ils ont pu avoir dans une voiture Toyota. Est-ce que c'est pas un peu plus sécure? On l'a vu il y a juste avant vous là sur les vélos et les personnes un peu plus âgées que nous, de se dire qu'un vélo c'est pas très stable. Et là on est vraiment sur une stabilité. On est plus stable sur un vélo cargo peut-être, non? Alors ça joue? Peut-être ou pas? Globalement, effectivement, on a une stabilité plus grande. Il y a aussi des technologies embarquées qui permettent d'être beaucoup plus sécurisées. Incontestablement, et surtout pour les particuliers qui emmènent leurs enfants, en général, ils sont extrêmement attentifs à la sécurité. Donc, effectivement, ils passent à l'achat sur des vélos de qualité, quitte à les payer éventuellement un petit peu plus cher.
et qui sont extrêmement rassurants en termes de sécurité. Donc on a effectivement tout un message autour de cela parce que ça a été un des critères fondamentaux de design du produit. Et ben voilà, on va donner votre numéro de téléphone personnel pour les achats, bien sûr, bien entendu. Merci à vous. Merci Franck Marotte d'avoir été avec nous, président directeur général de Toyota France. Et on rappelle ce partenariat avec 12 cycles sur ce vélo cargo électrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler innovation aussi. Et recyclage de vélos électriques. Ben ça voilà, tombe bien, tiens. Écoutez des bien. Partenariats qui vont se faire. Allez, on fait une petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et notre start-up du soir reconditionne des vélos électriques pour faciliter leur accessibilité aux consommateurs qui ne pourraient pas en acheter un neuf, notamment, tout en prenant soin de la planète. Nous avons le plaisir de recevoir Diego Level, fondateur et CEO de LEWI. Alors LEWI, ça s'écrit, il faut le prononcer, hein, L-O-E-W-I, c'est pas L-E plus loin, O-E-I, c'est bien ça. Tout à fait. Alors d'abord le nom, d'où vient le nom pour qu'on comprenne? Alors le nom nous a été inspiré d'un designer industriel français qui s'appelle Raymond Loewy, qui a expliqué comment est-ce qu'on introduisait un nouveau produit par son design sur un marché. Et il se trouve qu'il faut qu'il y ait une part de connu et d'inconnu pour qu'il soit accepté. Et on trouvait que le reconditionné collait parfaitement à cette définition. Alors forcément, nous on a toujours envie de savoir d'où vient l'idée, le constat et d'où vous venez vous pour avoir créé cette start-up. Alors Loewy, c'est une entreprise qui a maintenant 3 ans, qui a été fondée par 3 cofondateurs. Aujourd'hui, c'est une équipe de 20 personnes. C'est une idée qui nous est venue d'une conviction, celle que le vélo électrique allait être le mode de transport principal des villes de demain et pour les prochaines années. Et ça vient aussi de certaines convictions, de certaines valeurs, des certaines valeurs écologiques et l'envie en fait de pouvoir, comme vous le disiez, donner accès au plus grand nombre à ce nouveau moyen de transport. Alors Diego Level, quand on lit votre site, c'est incroyable. Il paraît que 1,4 million de tonnes d'appareils électroniques sont jetés par an en France. C'est l'équivalent de 139 tours Eiffel. Tout à fait. C'est fou. C'est énorme. Et c'était un des constats qui vous a fait créer LEWI. Évidemment, ça fait partie des convictions qu'on s'est faites sur un aspect écologique dans notre métier, qui est au-delà du prix aussi une raison de l'acte d'achat envers le reconditionné. Des gens ont les moyens de se payer des vélos neufs, mais par conviction écologique, ils vont choisir le reconditionné. Alors, pour reconditionner un vélo, il y a des matières. Qu'est-ce qui se reconditionne et qu'est-ce qui ne se reconditionne pas et quel type de matériaux? Alors là où on a beaucoup de chance dans notre métier, c'est qu'en fait, on garde une grande partie du vélo. Si vous voulez, nous, on fait l'équivalent d'un contrôle technique sur le vélo, on va le diagnostiquer, il y a différents points de contrôle, comme dans un contrôle technique de voiture ou de moto. On va venir réparer, changer systématiquement les pièces de sécurité, les pièces d'usure. Les pièces sécurité, usure, c'est surtout les freins, les patins de frein, la transmission, les pneus qui vont être systématiquement changés. Ensuite, on va décorréler le diagnostic mécanique du diagnostic électrique, puisqu'il y a un composant qui est important dans un vélo électrique, c'est sa batterie, qui est certainement en plus le composant le plus polluant. C'est en plus une des craintes principale dans l'acte d'achat des consommateurs pour un produit reconditionné. C'est dans quel état est la batterie. C'est un peu une boîte noire pour la plupart des consommateurs. Ce que l'on fait, nous, pour rassurer ces consommateurs, c'est qu'on va tester en parallèle la batterie et on a des critères de qualité. En dessous de 85% de capacité résiduelle, la batterie est changée pour une neuve. Elle est envoyée au reconditionnement chez des partenaires. Et alors 85% de capacité résiduelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fabricant annonce 100 km d'autonomie et qu'il reste 85%, vous avez maintenant 85 km d'autonomie. D'accord. Alors oui, allez-y. Ce qui s'est passé en fait sur les 3 dernières années d'activité, c'est que sur plus de 2000 vélos reconditionnés, en fait, on a moins d'1% des batteries qui ont été changées parce que ces batteries sur les vélos sont extrêmement robustes. On a un peu, nous, l'expérience des batteries de téléphone et on se dit ça chute très très vite. Il se trouve qu'on a la chance sur les vélos électriques d'avoir des batteries qui sont très robustes. Ce sont des batteries fixes ou alors c'est quel type ou amovibles? Elles sont quasiment systématiquement amovibles, ce qui nous permet de les tester en parallèle. Alors comment récupérez-vous les vélos que vous reconditionnez? Vous les rachetez, par exemple, quand on reprend une vieille voiture pour acheter un vélo neuf, comment ça fonctionne votre système? Tout à fait, vous receviez juste avant le président directeur général de Toyota. On s'est beaucoup inspiré du marché
marché de l'automobile pour construire notre marché à nous, qui, mine de rien, est très très récent, mais son ascension est fulgurante. En fait, nous, on va s'approvisionner auprès de 2 canaux principaux, que sont les particuliers, donc les particuliers désireux de se séparer de leur vélo, et les professionnels qui peuvent être des fabricants, des loueurs, des leasers ou des distributeurs qui sont, entre guillemets, nos concessions à nous. Alors, quel est le différentiel de prix entre un vélo reconditionné et un vélo neuf? Parce que certaines personnes, notamment les classes populaires, auraient du mal à acheter un vélo neuf, mais là, ça démocratise, j'aime pas trop ce mot, pour dire que ça fait baisser le prix, les vélos électriques. Alors la fourchette est assez grande, elle dépend en fait de l'état et du vélo qu'on va récupérer. On peut récupérer des vélos qui sont de déstockage, donc dans ce cas-là la réduction est moindre. Comme on peut récupérer des vélos qui ont 3, 4 ans, disons que 5 ans maximum, le prix varie, la réduction du prix varie entre moins 10 à 60%. Et la moyenne est autour de 30%. Ah oui, moins 10 à moins 60%. Oui, là ça fait vraiment une belle baisse de prix. Hein. Vous pratiquez également la location de vélos électriques. Alors comment ça marche? C'est combien par mois? On en a parlé avec Toyota il y a quelques instants, là pour les vélos reconditionnés. Alors oui, tout à fait. Louis est une jeune entreprise, mais on essaie d'innover. On vend des vélos électriques reconditionnés, mais pas que. On propose aussi des accessoires, des assurances. On propose depuis très peu de la location parce qu'il y a une demande qui est assez forte sur ce service-là et que nous, on a notre carte à jouer, entre guillemets, puisqu'on est encore une fois beaucoup très concurrentiel sur le prix. On propose des prix de location 2 à 3 fois moins chers que certains acteurs. Location longue durée ou courte durée? C'est de la location longue durée. D'accord. Pas de magasin physique aujourd'hui? Alors on a la profonde conviction qu'il faut se connecter au réseau de distribution déjà existant. Pour ça, on essaie d'accompagner des acteurs, donc je le disais, nos concessions à nous, qu'on appelle les vélocistes dans notre métier, pour leur montrer qu'un modèle de boutique d'occasion existe et que pour eux c'est une opportunité de se diversifier. On a ouvert un showroom dans le Marais cet été qui est éphémère mais qui fonctionne très très bien et qui nous permet d'être au contact de nos clients. Alors il y a une chose importante, tout le monde ne connaît pas les vélos électriques. Vous avez lancé un guide du vélo électrique sur votre site pour expliquer aux gens, vous prenez plutôt ci, plutôt ça, expliquez-nous. Tout à fait, mais on fait un travail d'évangélisation et de formation. Vous pouvez continuer, mon père. Non, on essaie tout simplement en fait de rassurer les clients sur ce que c'est qu'un vélo électrique. Ça reste un produit qui est nouveau. On en voit partout aujourd'hui à Paris, mais c'est un produit qui est assez nouveau, surtout dans son entretien. Une batterie, c'est un élément chimique, c'est un élément vivant. Il faut l'utiliser, il faut l'entretenir. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients. Merci beaucoup, en tout cas, Diego Level, fondateur et CEO de Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, place au football, Philippe David. Oui, le But Football Club avec Karim Zeribi à l'animation. Bonsoir Karim. Bonsoir Karim. J'ai vu quelques têtes connues là, notamment un ancien joueur de l'OM et un de PSG, Marc Libra et Jimmy Algerino. Tu vas avoir encore un face-à-ce musclé ce soir. Un attaquant de l'Olympique de Marseille et un défenseur du Paris Saint-Germain. Et à mon avis, il va y avoir quelques frictions puisqu'on va parler de Rabiot qui a rejoint l'Olympique de Marseille, qui fait plaisir aux Parisiens, vous en doutez. Donc ils sont ravis les Parisiens. Bien sûr. Et puis on va parler du PSG aussi quand même, avec un début de saison impressionnant, on va le dire comme ça, sans Mbappé. On va évoquer aussi un sujet un peu sociétal, mais qui interroge. L'Arabie Saoudite attire des joueurs qui ne sont pas simplement aujourd'hui des pré-retraités, mais aussi des jeunes joueurs cotés dans le football international. Pourquoi ? C'est l'argent uniquement ou un championnat qu'on veut faire monter en puissance parce qu'il y a une future Coupe du Monde dans cette région du monde? On posera la question à nos 2 anciens footballeurs professionnels. Et c'est tout de suite dans le But Football Club, Cécile. Et on a hâte. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous nos invités aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David, bien entendu, et l'ensemble de nos vraies voix. Et on sera en direct des Pyrénéennes. À Saint-Gaudens, je peux vous dire qu'il y a des choses extraordinaires à déguster, du terroir et du vrai. Ah oui, là je vais vous faire déguster des choses. J'ai le pastet et le millas, vous allez voir. Vous connaissez pas, je vous faire déguster ça. J'ai déjà pris 1 kilo par cuisse. Allez, à demain 17h, salut.